M. Munich, qui est la mutation du gène Nemo comme le capitaine, qui est une maladie dermatologique qui s'appelle l'incontinentia pigmenti, qui touche des petites filles qui, à la naissance, ont une espèce d'éruption inflammatoire, qui est en fait une espèce de séquelle inflammatoire de mortalité cellulaire, d'apoptose. Nemo engage des cellules ectodermiques dans l'apoptose, et cette maladie est dominante liée à l'X. Elle se manifeste, et malheureusement vous ne verrez pas la diapo, par des atteintes un petit peu en patchwork. Vous avez une représentation du corps d'un enfant avec des zones où il y a une mort cellulaire, et donc on voit des signes inflammatoires, puis incontinentia pigmenti, incontinence de pigments. On voit des mélanocytes qui ont proliféré parce que l'épiderme était altéré ou cicatriciel, et cela par zone. Et ces zones-là évoquent quoi, pour vous? Le fait, chez une femme, d'avoir des endroits où c'est atteint et des endroits où c'est pas atteint. Une mosaïque, absolument, mais une mosaïque fonctionnelle liée à quoi? L'inactivation du chromosome X. Donc ces femmes vont avoir, ces petites filles puis ces femmes, vont avoir des zones où cette mutation s'est exprimée, et alors il y a mort cellulaire, et des zones où, au contraire, c'est l'X normal qui s'est exprimé, et il n'y a pas mort cellulaire. Elles sont des mosaïques fonctionnelles, pas génétiques, hein. Elles sont parfaitement mutées partout dans toutes leurs cellules, mais suivant l'activation, inactivation de X normal ou mutant, alors elles auront des zones atteintes ou des zones indemnes. C'est une des premières façons d'avoir une pathologie de ce type-là. Et évidemment, les garçons, dans cette maladie, les embryons masculins plutôt, qui n'ont que l'allèle mutant, vont avoir une apoptose totale, c'est-à-dire une mort in utero, c'est-à-dire une fausse couche spontanée, précoce, d'où cette espèce de mortalité des garçons qu'on ne voit pas. Donc c'est des drôles d'arbres généalogiques qui peuvent donner le change avec une maladie autosomique dominante, mais qui sont une maladie dominante liée au chromosome X. Voici un exemple avec l'incontinentia pigmenti. Il y a un truc dans les pédigrés de maladies récessives liées à l'X que je ne vous ai pas dit, c'est que... vous êtes le spécialiste du projecteur? Ah, vous êtes comme... Bon, mais vous pouvez tenter le coup quand même. Tout a l'air de marcher, sauf le projecteur. Et il est on. Ouais, c'est que... D'accord, ouais, merci, c'est gentil. Dans les arbres généalogiques liés à l'X, de maladies récessives, il y a un truc qui est important et qui est... qui, quand il existe, parce que c'est... Si on imagine, vous savez, les défauts de pénétrance, les variabilités d'expression, il y a souvent quand même un questionnement entre des arbres liés à l'X et des maladies autosomiques dominantes où il y aurait un défaut de pénétrance et il pourrait tomber chez une femme, par exemple. Donc, ce n'est pas toujours facile. Il y a une observation généalogique qui exclut formellement une maladie liée à l'X quand vous regardez un arbre généalogique d'une maladie génétique, c'est la transmission entre un père et un fils. Quand vous avez dans un arbre généalogique un père atteint de quelque chose et puis un fils atteint de quelque chose, vous dites « Ah bah c'est deux garçons, c'est peut-être lié à l'X ». Oui, mais là c'est vraiment impossible. Pourquoi? Parce que le père a transmis son Y. Il n'a pas pu transmettre son X. Donc la maladie n'est pas liée à l'X. C'est l'exclusion totale de cette hypothèse. Donc regardez bien quand on commence à vous montrer des arbres généalogiques dans la vraie vie, ou voire dans un examen avec des transmissions verticales comme cela, avec un arbre bourré de garçons, paf, le réflexe c'est de dire c'est récessif lié à l'X, oui, sauf s'il y a cela. Alors évidemment, il n'y a pas toujours cela. Ah, j'ai peut-être shooté dedans. Bon. Il y a un truc qui est vraiment, comme on dit, for the record, c'est, je notais même pas l'hérédité liée à l'Y. Alors, ce qu'on avait appelé l'hérédité hollandrique, il y a très très peu de gènes sur le chromosome Y. Il y en a une poignée, une quarantaine, une cinquantaine. Il n'y en a qu'un seul qui vaille la peine d'être mentionné, c'est le gène SRY, c'est-à-dire celui qui détermine le sexe masculin. SRY,
il y en a d'autres, hein, mais ils sont peut-être beaucoup moins importants. Et le chromosome Y est de très très petite taille. Il y a quelques trucs que l'on dit liés à l'Y, parce que vraiment on ne le voit jamais chez les femmes, et qui se transmet avec lui. Le grand classique, c'est l'hyperpilosité des oreilles. Bon, très intéressant en médecine. Enfin voilà, je vous dis ça. Alors, vous verrez une petite liste de gènes liés à l'Y, puis aussi une diapo très 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 drôle, mais malheureusement là mon effet est complètement loupé. Mais bon, retenez, le seul gène lié à l'Y, c'est SRY, qui détermine le sexe masculin, qui est nécessaire et suffisant. Alors, avançons vers une maladie pilote, deuxièmement, qui est la myopathie de Duchenne, une maladie récessive liée à l'X, décrite par Duchenne de Boulogne, un clinicien français de la fin du 19e, avec des arbres généalogiques tout à fait classiques de l'hérédité liée à l'X, des garçons atteints. Ces garçons sont atteints de quoi ? Ils naissent en parfaite santé, ils commencent à se lever, à marcher, intellect parfait, physique parfait, morphologie, pas de malformation. Et puis, on voit que ces garçons commencent à avoir une marche un petit peu difficile, ils écartent un petit peu les jambes. Ils ont un signe qui s'appelle le signe de Gowers, qui consiste à avoir du mal à se relever du sol. C'est ce qu'on appelle la manœuvre de Gowers. Vous ferez ça en pédiatrie pour tester un enfant pour une pathologie musculaire. On teste ça à partir de 4 ans, 3-4 ans. Il faut que l'enfant soit debout et marche. On lui dit assieds-toi, il s'assied par terre. On lui dit relève-toi, et il se relève comme un vieux. Il prend appui sur ses cuisses. Donc il se relève une jambe après l'autre. Il fait comme ça, comme moi, comme un vieux. Vous voyez, ça c'est on dit, alors qu'un enfant en général, ça va tout ça se lève tout seul. Le deuxième élément de cette maladie, le deuxième élément clinique, après cette difficulté progressive, c'est important dans l'histoire naturelle, fonctionnelle musculaire, c'est difficulté à la marche, difficulté à se relever, et peu à peu l'histoire naturelle, c'est que l'enfant va perdre la marche, se retrouver en chaise roulante, et développer une atteinte musculaire non seulement périphérique mais aussi cardiaque et mourir d'insuffisance respiratoire liée à une insuffisance musculaire ou de cardiomyopathie aux alentours de 15-20 ans. C'est une maladie absolument épouvantable parce qu'on voit ces enfants se dégrader avec le temps dans leur chaise et finir par mourir dans des conditions souvent terribles. Cliniquement, sur l'examen, il y a un truc qui est important, qu'avait noté Duchenne. Vous verrez les petits graphiques, je ne vous ai pas montré de photos d'enfants atteints, mais les dessins de Duchenne qui sont extrêmement parlants. Ces enfants sont pseudo-musclés. C'est-à-dire que loin d'avoir une atteinte du muscle que l'on voit, qui est une fonte musculaire, c'est l'inverse. Ils ont des muscles plutôt costauds, notamment les mollets très développés. Bonjour monsieur. On a l'impression que tout marche sauf le projecteur. Merci. Donc, des enfants pseudo-musclés, une histoire naturelle catastrophique, myopathie de Duchenne. Il y a, alors à ce moment-là, pour retenir le diagnostic chez ces enfants, un marqueur important qui n'est pas spécifique, mais qui est important, c'est qu'ils ont en fait des muscles pseudo-musclés, pseudo-hypertrophiques, parce qu'il y a une destruction des fibres musculaires et qu'elle est inflammatoire. Et cette destruction de fibres musculaires relargue dans le plasma des enzymes musculaires, notamment les créatines phosphokinases, CPK, et on dose les CPK sur le plasma et on voit des dosages d'enzymes musculaires à des plafonds, plusieurs milliers d'unités par millilitre de sang, 2000, 3000 de CPK, ce qui est un dosage en général à 30-40, ce qui témoigne d'une myopathie avec atteinte des fibres avec myolyse. Ça ne prouve pas le Duchenne, mais enfin c'est un signe très, très important.
Et puis, à ce stade-là, jadis, on faisait, et encore parfois, une biopsie musculaire. On prend un petit peu de muscle et on a alors l'observation d'une myolyse, d'une atteinte des fibres musculaires. Et aujourd'hui, comme on connaît le gène, on a un anticorps spécifique monoclonal contre la protéine en question qui s'appelle la dystrophine. Voilà encore un gène qui est appelé par le nom de la maladie, dystrophie musculaire, on l'appelle la dystrophine, et cet anticorps va repérer que dans une forme typique de maladie de Duchenne, il n'y a pas de dystrophine sur le muscle, et donc l'enfant a perdu, ce garçon a perdu ce gène. Ce gène est très extraordinaire dans le sens, je vous l'ai dit tout à l'heure, où il est le plus grand gène connu du génome humain, pas tellement en nombre d'exons, 79, c'est déjà beaucoup, mais il y a peut-être mieux, les collagènes notamment, mais en taille, le domaine génétique couvert par ce gène est gigantesque. 2,4 mégabases, 2400 kilobases. Souvenez-vous de notre gène moyen, c'était 100 fois moins, 27 kilobases. Non, c'est pas bon. Une des raisons de la taille de ce gène est la nature de la protéine qu'il code, la dystrophine. La protéine qu'il code, il faut l'imaginer comme une espèce d'immense ressort avec deux extrémités qui sont liées l'une à l'actine, qui est une autre protéine de structure du muscle, et l'autre au cytosquelette cellulaire. Et entre les deux, exactement comme le ressort... Pardon, monsieur. Ah. D'accord. D'accord. Merci. Bon, ben. Oh, ben, très vite, hein, je peux vous dire. Non, à 10h30. À quelle heure on dit 10h30. 10h30. Il faut relancer tout le système de l'université Paris-Descartes. Là, à l'heure où je vous parle, l'université Paris-Descartes est en alerte, plus rien ne marche. Mais nous, on continue. Bon. Ah, c'est beau, ça. Alors, donc, entre un domaine protéique aminoterminal, ça, franchement, c'est dur à vous montrer, mais enfin, vous imaginez, et un domaine protéique carboxyterminal, l'un lié à l'actine et l'autre au cytosquelette cellulaire, vous avez une série de domaines répétitifs en triple hélice qui sont exactement comme les ressorts, imaginez les ressorts d'un matelas, un ressort qui tient entre le haut et le bas de la paroi du matelas et qui va faire au cours de la contraction musculaire, la liaison entre toute une série de protéines, notamment l'actine, et le cytosquelette du myocyte, de la cellule musculaire. Et comme ce domaine intermédiaire de très très grande taille est constitué de triple hélice, il est répétitif. Et tous les exons qui sont entre l'exon numéro 10, on va dire, et le numéro 60, 70, sont des exons qui se ressemblent. Et pourquoi se ressemblent-ils? Parce qu'ils codent pour un segment protéique répétitif qui va aboutir à la triple hélice. Donc il y a un lien intime entre la taille de ce gène, la répétition de segments identiques et la fonction de la protéine pour laquelle il code. Et poussant le raisonnement un petit peu plus loin, il y a aussi un lien entre la structure de ce gène et sa pathologie moléculaire. Ce n'est pas comme le gène CFTR de mucoviscidose où vous avez une pléiade d'allèles qui sont des mutations ponctuelles. La plupart des mutations qui touchent le gène dystrophine sont des délétions, des petites délétions. Et pourquoi des petites délétions? Eh bien parce que ces exons se ressemblent tellement qu'à la méiose, lors de l'appariement de deux chromosomes X, il peut y avoir des recombinaisons à l'intérieur du gène, tellement il est grand, et ces recombinaisons peuvent se faire avec la production d'une délétion et d'une duplication. Elle peut se faire de manière inégale. Recombinaison allélique non homologue. Vous avez vu ça, je pense, en mécanique chromosomique. Recombinaison allélique non homologue. Mais là,
curieusement, on est à l'intérieur d'un gène. En général, ces recombinaisons alléliques non homologues se passent dans un grand domaine d'ADN et comprennent plusieurs gènes. Là, le gène est tellement grand que c'est à l'intérieur d'un gène que ces régions répétitives, semblables par conséquent, peuvent se mal aligner à la méiose et produire soit une délétion, soit une duplication. Et donc, on a une cartographie que vous verrez sur les diapositives un jour, où on a un extraordinaire point chaud de mutation dans le gène, entre les exons 40 et 60, où la majorité des altérations moléculaires se passent.